Ouais, nous sommes 43 participants. Je pense qu'on ne va pas attendre davantage les retardataires. Ils raccrocheront au fur et à mesure de la présentation. La salle leur est ouverte. Et puis, dans tous les cas, le webinaire, pardon, est enregistré. Tout à fait, Franck, je vois ta question. Le webinaire, excusez-moi, est en cours d'enregistrement. Vous pourrez le retrouver par la suite. Excusez-moi, un petit souci de manip. Donc vous retrouverez le webinaire qui est enregistré. Je dévoilerai tout à l'heure la chaîne YouTube dédiée au MCMA sur lequel les tutoriels qui ont été réalisés sur l'année ont été déposés, tout comme les différents webinaires de formation et clubs utilisateurs dont nous disposons déjà suite aux précédents événements que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube du MCMA. Et donc le présent webinaire du jour, il sera déposé prochainement. Alors, quelques consignes sur l'organisation. Donc, je vois que tout le monde a le micro coupé. Merci de votre discipline. Le cas échéant, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main avec la petite icône de la main qui est située en bas au milieu de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la séance via le bouton associé à l'icône du chat. Et chacun d'entre nous est heureux de vous accueillir. Chacun des représentants des EPFL, membres du groupement de commandes inter-EPFL, constitué de l'EPF de Haute-Savoie, de l'EPFL de la Savoie, de l'EPF de l'Ain, de l'EPFL foncier Cœur de France et de l'EPF Auvergne. Donc, sont très heureux de vous accueillir et chacun des EPFL sont représentés parmi les participants et pourront éventuellement rebondir sur certains de mes propos de présentation. En termes d'ordre du jour, donc on a préparé une séance dédiée à ce webinaire en 4 points. Un retour assez bref sur l'historique et les évolutions du MCMA. De nombreux intervenants, enfin de nombreux utilisateurs présents aujourd'hui ne découvrent pas le MCMA. Vous êtes au fait déjà pour certains depuis plusieurs années. Pour autant, on a quand même dans l'assistance quelques personnes qui n'étaient pas présents lors des précédents webinaires et qui sont de nouveaux utilisateurs. Donc, ce sera un rappel nécessaire pour eux. Présenter les évolutions et les développements qui ont eu lieu depuis le dernier webinaire qui avait eu lieu en septembre 2024. Donc, depuis cette date, ont eu lieu un certain nombre de développements que l'on vous présentera, que je vous présenterai. On aura 2 témoignages et études de cas d'utilisation du MCMA par l'agglo de Thonon Agglo, et puis un cas sur le Grand Annecy qui sera présenté par l'EPF de Haute-Savoie sur la mise en œuvre d'une stratégie foncière à l'échelle intercommunale. Et on terminera par un temps d'échange. Il s'agira de répondre aux différentes questions qui auront pu être posées dans le chat. Et peut-être avant d'aller plus loin, si quelqu'un peut me faire un petit pouce en l'air avec l'icône par rapport l'icône de réaction qui se situe en bas de votre écran, de sorte à pouvoir témoigner que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Voilà, c'est parfait. Merci à tous. Ah bah, quel enthousiasme. Je suis ravi de voir que vous êtes réactifs. Alors, commençons par l'application MCMA. Voilà, donc on va bientôt fêter, entre guillemets, les 10 ans de l'application, puisque le déploiement de la version du MCMA, de la première version 1 du MCMA a été publié en Haute-Savoie en janvier 2016 et les développements avaient été anticipés depuis le mois de mai 2015. Donc, ça fait déjà presque plus de 10 ans qu'on travaille sur le sujet avec les différents EPFL. En 2020 a été constitué le groupement de commandes inter-EPFL, puisque les 5 EPF que j'ai précités se sont entendus pour des développements mutualisés. Et depuis 2020, existe un marché pour le développement et la maintenance du MCMA qui est porté par cette maîtrise d'ouvrage inter-EPFL avec 2 intervenants et prestataires qui interviennent. Donc Urbanis, que je représente aujourd'hui sur le volet expertise fonctionnelle, développement des besoins et le lien avec les utilisateurs. Et puis Magelium, donc la société de services en développement informatique spécialisée dans
dans la géomatique et l'information spatiale, qui œuvrent pour le développement et la maintenance du MCMA. En 2023, on a eu un temps marquant pour un tournant pour l'application, qui était la mise en ligne de la version 6.0, qui refondait totalement l'ergonomie du logiciel, qui a permis d'accroître la fréquentation du logiciel. Depuis 2023, on est à peu près à 300 connexions par semaine de la part des différents EPFL, donc un outil qui est largement utilisé. Les développements se poursuivent. Donc, depuis 2023, ils ont eu lieu et ont été publiés des versions 6.1 et 6.2 jusqu'à aujourd'hui avec, vous le verrez, la présentation du contenu d'une version 6.3 dont la mise en ligne est très prochaine et se fera courant octobre. Je rappelle ici les interlocuteurs qui sont les vôtres, respectivement à vos EPFL auxquels vous êtes adhérents. Donc Vincent César pour l'EPF de Haute-Savoie, qui coordonne le groupement inter-EPFL, Franck Godin pour la Savoie, Baptiste Jameau pour l'Ain, Marie Fallou pour le PFLI Foncier-Cœur de France et Julien Bonnet pour l'Auvergne. Donc voilà, ces deux derniers EPF ont une spécificité, c'est qu'ils sont interdépartementaux également, avec 4 départements pour le PFLI et 3 départements pour l'Auvergne. Dans la philosophie du MCMA et ce qu'il apporte aux utilisateurs, déjà sa volonté, c'était qu'on ait un outil véritablement expert, donc qui permette de mobiliser des sources très précises et d'aller de manière assez loin dans les requêtes, la sélection, la connaissance et le suivi de ces stratégies, mais avec une volonté d'être accessible à tous en soignant l'ergonomie et en rendant le plus simple possible. Ce n'est pas une tâche facile dans les développements, mais que cet outil soit véritablement maniable et accessible à tous, y compris pour des publics non familiarisés avec les logiciels de géomatique et de cartographie. Donc, il permet de consulter des informations, que ce soit les informations cadastrales, réglementaires, environnementales, de marché, à toute échelle souhaitée. C'est vraiment une des forces du MCMA de pouvoir affiner les échelles de requêtes en dessinant notamment des périmètres qui sont propres à l'utilisateur, soit par une voie de dessin, soit par une sélection d'un ensemble de parcelles sur lesquelles il a un intérêt à intervenir ou à veiller. Il permet d'identifier des parcelles qui sont en phase avec la stratégie qui pourrait être déployée et définie par les intercommunalités ou les EPF ou tout autre opérateur qui utilise le MCMA, de sorte de pouvoir mettre en œuvre ses propres compétences. Donc ça, c'est le fait des formulaires de requête, notamment sur les fonctions de gisement foncier et de transaction qui permettent de sélectionner un ensemble de parcelles et obtenir des résultats qui sont en phase avec des critères de sélection prédéfinis par l'utilisateur. Permet également de suivre les périmètres opérationnels ou de veille foncière. On le réabordera tout à l'heure. Donc, ont été développés, notamment depuis 2023, assez largement la notion de secteur et de groupe de parcelles favorites, qui sont aujourd'hui une des premières entrées du MCMA, en tout cas dans la volonté que le groupement souhaite porter, de pouvoir définir des secteurs de projet, les suivre dans le temps, et sur ces secteurs de définir, d'enregistrer quelque part les éléments relatifs à la stratégie foncière et de la suivre dans le temps. On verra que le suivi dans le temps, ça fait partie des évolutions qui vont être déployées sur octobre 2025, où on aura la possibilité d'avoir véritablement un système de traçabilité et d'alerte par rapport à des mises à jour sur des secteurs qui sont ceux définis par l'utilisateur. Et enfin, l'export, le partage, puisque le MCMA, depuis le début, permet d'exporter des données au format CSV pour intégrer ces données-là dans vos propres observatoires, d'exporter des cartographies, d'exporter des fiches d'information, de réaliser des tableaux de bord sur vos secteurs dits de traçabilité ou de secteurs d'intervention, et puis de coopérer également avec d'autres intervenants sur des secteurs donnés où vous avez la possibilité de les partager au sein d'une collectivité ou également avec un autre utilisateur du MCMA. Voilà, je répète un petit peu, mais l'ergonomie intuitive qui
qui est un axe fort des développements, le mode projet avec ce volet mes parcelles, mes secteurs, la facilité de navigation, de consultation des données qui sont un des points forts du logiciel. Et un point important, c'est que voilà, le groupement de commandes, via le marché confié à Magellium et Urbanis, alimente chaque semestre un lot de développement dont on réévoquera précisément ce en quoi ils vont consister sur les 2 derniers semestres, et met en avant une volonté d'écoute des besoins exprimés. L'an passé, on avait eu une démarche d'enquête auprès de chacun des utilisateurs. Le webinaire est clairement, le club utilisateur, un des objectifs, c'est effectivement que vous puissiez formuler également des attentes et des besoins. Donc on aura l'occasion d'y revenir sur la fin de la séance. En termes d'accompagnement des utilisateurs, on tenait à rappeler, outre le club des utilisateurs, qui vise à rappeler les éléments d'actualité, proposer des études de cas et assurer la remontée des utilisateurs, rappeler que des webinaires de formation sont organisés régulièrement par les EPF eux-mêmes. Donc, ce sont les chargés d'études et de développement qui les animent. Et donc, on a un nouveau cycle de webinaires qui est programmé à partir du mois d'octobre jusqu'en mars 2026. Je vais y revenir. Et puis, des formations présentielles qui sont rendues possibles également. Il suffit que vous sollicitiez votre EPF de référence pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Sur les webinaires de formation, je me permets de rappeler les dates qui ont été convenues et sur lesquelles il y a déjà eu une communication et des participants se sont déjà inscrits. Donc, le 16 octobre aura lieu une séance de découverte du MCMA, donc c'est une introduction générale à l'application. Le 4 décembre, une séance dédiée au module transactions pour mieux cerner les dynamiques de marché immobilière et foncière et identifier les parcelles qui ont fait l'objet de ces mutations. Le 20 janvier sur les gisements fonciers, le 19 mars sur la fonction mes secteurs. Voilà, donc on vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible, de sorte que vous puissiez assurer votre inscription. J'en viens aux évolutions depuis 2024. Donc depuis, sur les 2 derniers semestres de développement, un premier élément impactant, mais qui pour le coup est relativement imperceptible pour les utilisateurs, a été la montée de version logicielle. Donc surtout on va dire le moteur du MCMA, qui est totalement invisible pour l'utilisateur, mais on a eu une mise à jour assez conséquente de l'ensemble des briques qui constituent le fonctionnement de l'application, côté serveur, côté interface Carto, qui a nécessité des moyens relativement significatifs de la part de la maîtrise d'ouvrage. Un accent qui a été mis sur l'aide aux utilisateurs. Donc, depuis janvier 2025, une chaîne YouTube a été créée. Donc, on profite du webinaire pour la relancer et recommuniquer sur ce sujet. Donc, avec une série de tutoriels vidéo qui ont été développés pour chacune des fonctionnalités du MCMA, que l'on vous invitera à découvrir. Et je vais y revenir tout à l'heure dans la présentation et la manière dont c'est également intégré dans l'application. L'intégration de ces vidéos dans le module de documentation du MCMA. Donc, on verra qu'on a développé une foire aux questions, mais avec les réponses vidéo associées à ces tutoriels au sein de l'application. Et puis le développement d'une page de documentation sur les métadonnées, en fait, sur une page intitulée « En savoir plus sur les données du MCMA », afin de mieux connaître les sources et leur usage dans l'application, de sorte à clarifier où est-ce qu'on peut trouver l'information dans le logiciel par rapport à chacune des sources et avoir une visibilité et une description des variables telles qu'elles sont intégrées dans le MCMA. C'est véritablement une orientation forte du groupement de commandes cette année, qui a été l'aide aux utilisateurs sur ces questions de tutoriel et de description de la donnée. On a une autre évolution importante sur laquelle on va revenir, c'est l'amélioration du suivi des secteurs.
on a créé un système d'alerte, en fait, lorsque vous avez des secteurs qui sont enregistrés dans l'application, vous allez pouvoir être destinataire d'une part d'un email lorsque les bases de données mises à jour viennent impacter un secteur que vous avez en suivi, que vous avez construit et enregistré dans le MCMA, donc qui vous permet dès qu'il y a une mise à jour de base de données, d'être informé si un permis de construire a été délivré, si une servitude a été mise en œuvre, si des risques ont été, un plan de prévention des risques a évolué, si un PLU a évolué, si une mutation a été effectuée, si une parcelle a été divisée ou remembrée. Donc, ce sont tous ces éléments-là que sur lesquels vous allez pouvoir être alerté et retrouvé dans l'interface cartographique de l'application. Je vais proposer une démonstration par la suite. Et enfin, des points d'optimisation de l'expérience utilisateur sur l'ajustement des formulaires de requête sur les fonctions gisement et transaction, avec des formulaires de requête qui ont été repensés pour faciliter justement l'expression des requêtes et être un peu plus clair. En fait, ces formulaires avaient déjà été revus en version 6.0. On était sur une grosse évolution ergonomique et on s'est rendu compte à l'usage que voilà, il y avait eu des choix qui étaient qui nécessitaient d'être optimisés et on va voir en quoi le formulaire a évolué. On a introduit de nouveaux filtres sur les caractéristiques de biens avec la fonction transaction. On a introduit également davantage d'informations vis-à-vis des parcelles dites archivées. Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une division, par exemple, auparavant, il n'était pas possible de réinterroger la parcelle mère. Aujourd'hui, donc, c'est possible avec des facteurs de visibilité, d'indication pour l'utilisateur, comme quoi on est bien sur une parcelle mère, on le verra tout à l'heure. Et puis l'élargissement du périmètre des requêtes de transaction pour tous les utilisateurs, donc dans la philosophie d'ouverture des données et telle que c'est prévu par les données DVF mises à disposition par la DGFiP et le CEREMA. Le groupement tenait à ce que les utilisateurs d'une collectivité puissent également consulter les données des prix de marché à l'échelle de leur département ou sur l'ensemble de l'EPF ou sur une collectivité voisine pour obtenir des prix de comparaison et des références. Donc voilà, il y aura cette ouverture permise sur les données DVF. Donc j'en viens aux premiers éléments de démonstration sur ces évolutions. Donc on insiste sur le fait que ce que vous allez voir, ce n'est pas encore déployé sur la version 6.2 auquel vous avez accès aujourd'hui. Les déploiements sont prévus d'ici la fin du mois d'octobre 2025 et voilà, il y a encore des choses qui sont en travaux. Donc c'est un avant-goût. Et des choses qui seront nécessairement améliorées par rapport à ce qui va vous être présenté. Donc on insiste là-dessus, sur le fait que c'est vraiment... on dévoile aujourd'hui les évolutions, on vous tient au courant de la manière dont l'application évolue. Néanmoins, c'est plutôt pour vous donner à voir et vous informer sur les prochaines évolutions et quelque part vous donner envie d'en prendre connaissance lorsque vous recevrez l'information de votre EPF respectif sur le fait que la version 6.3 a été déployée. Donc, je vais passer en mode démonstration. Si vous voyez bien mon écran partagé. Voilà, merci Antoine. Donc on arrive sur l'interface de la page d'accueil de la 6.3 version bêta, à laquelle vous n'avez pas encore accès, et qui inclut un nouveau menu. Donc ça, c'est véritablement accessible à tous les utilisateurs, à tous les visiteurs du MCMA, y compris ceux qui n'ont pas de compte. En fait, ils vont pouvoir, par cet espace de page d'accueil, accéder directement à la chaîne YouTube du MCMA, qui renvoie, ce que je vous indiquais tout à l'heure, sur les 15 vidéos qui sont déposées, une vidéo de présentation de l'application sur laquelle vous allez retrouver les éléments d'information très généralistes liés à MCMA, qui peut être moins utiles pour un public averti, et vous allez retrouver ici toutes les vidéos tutoriels qui ont été développées. Donc il y en a 10 à ce jour,
l'objectif, c'est de faire vivre ces tutoriels, hein, notamment par rapport à ce qu'on va introduire sur, par exemple, la page en savoir plus sur les données du MCMA ou le système d'alerte et de suivi des événements sur un secteur. Vous allez pouvoir retrouver, enfin, vous pourrez retrouver prochainement ces informations sur la page. Donc, voilà, on tenait à insister sur ces vidéos tutoriels. Hein, vous allez pouvoir les visionner. Chacune dispose de sous-titrage également, si vous ne souhaitez pas les écouter avec le son. Autrement, il y a des explications qui sont données. Donc, on est sur des formats courts. Chaque vidéo fait moins de 10 minutes et permet véritablement de vous accompagner sur l'utilisation du logiciel. On retrouve ici également une catégorie sur les webinaires et les clubs utilisateurs. Donc, les webinaires de formation animés par les EPF sont... l'objectif, c'est de les déposer et de les enregistrer quasi systématiquement. Donc, ils seront déposés au fur et à mesure. On retrouve également le club utilisateur 2023, le club utilisateur 2024. Vous retrouverez celui-ci à terme dans cette section-là. L'objectif étant de diffuser l'information et de vous accompagner sur la prise en main du MCMA via des tutoriels vidéo. Donc, je reviens à l'application en me connectant. Donc, on va retrouver ces tutoriels vidéo dans une page qui a été développée qui est voilà, accéder aux tutoriels vidéo, qui permet de rentrer dans une dimension de documentation avec différents menus qui vous permettent, voilà, si vous avez une question sur la fonction mes secteurs, par exemple, vous allez pouvoir développer cet item et retrouver chacune des vidéos qu'on a évoquées et qu'on a réalisées en consultant à quelles questions elles permettent de répondre et de vous accompagner. Par exemple, ici, on voit la première partie va être sur la définition même d'un secteur au sein du MCMA, sur la manière d'en créer un nouveau, sur les informations qui peuvent être associées à un secteur, sur la manière de le renseigner, etc. Donc, vous allez pouvoir naviguer dans cette aide, en fait, hein, dans cette assistance qui permet de disposer d'éléments de tutoriel par rapport à votre expérience. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on souhaitait insister, donc le volet aide aux utilisateurs. Ensuite, donc j'ai évoqué tout à l'heure la page en savoir plus sur les données du MCMA. Donc vous voyez ici cette icône accéder aux métadonnées. Donc, encore une fois, c'est une page qui est en cours de construction. Vous allez pouvoir retrouver, donc, je rappelle le menu, l'interface est paramétrable et configurable pour l'utilisateur. Vous allez retrouver 3 items. Donc là, on insiste sur le fait qu'on est sur une version de travail et qu'il y a des améliorations graphiques et ergonomiques qui seront portées ces prochaines semaines avant le déploiement. Mais on retrouve ici les principales sources. Vous allez retrouver des informations sur les secteurs. Par exemple, quels sont les attributs d'un secteur. Vous visualisez ici tous les paramètres et les variables qui sont prévus dans ce module mes secteurs. Vous trouvez également tous les points d'export. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut extraire qu'obtient-on en faisant un export des mutations à la parcelle? Voilà, vous avez ici la totalité des variables, leur description et les exemples qui sont donnés. De la même manière, sur les gisements, sur les résultats de gisements fonciers, vous allez retrouver ici toutes les variables, leur description et un exemple de visualisation. Donc, ceci pour tous les exports qui sont rendus possibles par le logiciel, vous accéderez à ce type de tableau pour mieux comprendre au final quelles sont les données qui sont intégrées dans le système. Si j'en reviens aux sources, vous allez par exemple pouvoir consulter les différentes couches de données qui figurent dans l'interface cartographique, donc qui sont regroupées par grands thèmes, hein, propriété foncière, périmètre administratif, données DVF, construction, aménagement, urbanisme, etc. Donc chacun de ces items seront décrits avec la possibilité d'identifier rapidement la source concernée, le millésime qui correspond à cette source-là, et
d'identifier où est-ce que vous trouvez l'information dans le MCMA. Donc là, par exemple, sur un périmètre de Scott, vous l'avez uniquement dans la visionneuse cartographique et ça vous indiquera précisément l'arborescence dans laquelle vous le trouverez. Donc là, j'insiste encore sur le fait qu'il y aura une passe ergonomique et graphique par rapport à ce que vous voyez ici. Voilà, chaque élément sera détaillé et vous permettra de mieux consulter et mieux considérer les sources intégrées dans le système. Ensuite, j'ai évoqué la notion d'amélioration du suivi des secteurs, donc par la création d'un système d'alerte qui concerne les évolutions observées sur vos secteurs. En fait, vous allez voir quand vous avez des secteurs préenregistrés, que vous avez déjà créés auparavant, lorsqu'il y aura une mise à jour de base de données qui va venir impacter un secteur en particulier, une icône de petite clochette rouge va apparaître sur la ligne correspondant au secteur que vous avez créé ou qui vous a été partagé. Donc, j'en ai pas de partagé, mais sur mes créés, tous ont été impactés parce que ils étaient créés on est sur le serveur recette, c'était des très vieilles données et on a mis à jour avec des données beaucoup plus récentes. Donc, on a eu tous ont été impactés par des modifications de PLU, de servitude ou de transactions ou autres. Mais il y a des chances que chez vous, vous n'en verrez. Ça sera moins. Tous les secteurs ne seront pas concernés, forcément. Donc, ce petit facteur d'indication qui vous donne l'information comme quoi il y a eu une modification en base de données. Je vais vous présenter également, en parallèle de cette indication visuelle dans l'application, vous recevrez un mail qui sera déclenché par l'administrateur des bases de données lorsque des mises à jour seront faites. Et vous recevrez, là aussi ça mérite d'être développé, mais vous recevrez la liste des secteurs qui ont fait l'objet d'une modification, d'un événement d'un point de vue cadastral, donc sur le périmètre en lui-même du parcellaire, à savoir s'il y a eu une fusion de parcelles, s'il y a eu une division, sur les zonages environnementaux, donc s'il y a eu par exemple un périmètre d'arrêté de biotope qui impacte votre périmètre, vous allez être informé visuellement du fait que ce périmètre-là a été impacté sur le volet environnemental, sur les risques, sur les propriétés. Donc ça suit les changements les mutations et les changements de compte de propriété. Donc voilà, on a eu sur la plupart des secteurs que j'avais pré-créés des événements et des changements de propriétaires. Tout comme sur les PLU, on a eu un secteur qui a été concerné. Les servitudes, on a eu 3 secteurs qui ont été concernés par une évolution de servitude d'utilité publique, et puis plusieurs secteurs qui ont été concernés par un permis de construire. Donc dans les faits, outre ces éléments d'information préalables et d'alerte sur le fait qu'il y a eu une évolution sur un secteur donné, on va pouvoir rentrer dans un secteur et figure un nouvel onglet associé à chacun des secteurs qui est intitulé événements, au sein desquels vous allez pouvoir prendre connaissance des différents types d'événements et des parcelles qui ont été impactées par un changement en base de données sur les différents types de données. Donc tout sera tracé en termes de date de changement dans MCMA. Ce que j'ai oublié de dire, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que la clochette, elle reste active pendant une durée de 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, après la mise à jour des bases de données, vous verrez le critère d'alerte. Par contre, dans le secteur dans l'onglet événements, vous conserverez l'historique total des événements, c'est-à-dire que vous pourrez remonter sur 10 ans d'événements, vous verrez toutes les parcelles qui ont été impactées par un changement de propriété, par un permis de construire, par une modification du parcellaire, par un risque, par un PLU, etc. Donc tous ces éléments-là sont tracés et vous avez une colonne qui vous indique le avant-après. Donc là, par exemple, sur le volet propriété, donc on a eu un changement de propriétaire et se trouve tracé le compte communal de propriété, c'est-à-dire que
auparavant, sur cette parcelle-là, on avait un compte communal qui finissait par 1312 et qui, par la suite, a fait l'objet d'un changement de propriétaire. Donc, le nouveau compte communal associé, c'est le 901. Voilà, ainsi de suite. Vous allez pouvoir, sur les permis, par exemple, identifier que, voilà, c'est peut-être un exemple un peu surprenant, mais c'est vraiment lié aux bases de données. On était sur le numéro de permis qui finit par 18 en état numéro 5, donc ça renvoie à l'état des demandes d'autorisation d'urbanisme dans la base Citadel détail, et la valeur 5 étant les logements commencés. Donc on a un logement commencé, et par la suite, cette valeur n'est plus alimentée dans la nouvelle base de données, donc on a un changement. Mais ça pourrait être sur d'autres, voilà, on peut trier par type. Ici, on n'avait pas de permis donné, et on voit qu'il a été commencé suite à la mise à jour de données. Tout comme sur le cadastre, donc on voit par exemple sur cette parcelle 2366, avant, elle s'appelait 2366. Par la suite, le système a enregistré une division, probablement, avec deux parcelles qui sont toutes les deux pleinement issues de la 2366 et qui sont dénommées donc B6094 et B6093. Voilà. Je ne suis pas s'il y a des questions au fur et à mesure. On verra par la suite. Pour l'instant, non, pas de questions. N'hésitez pas à poser en guise de mémo vos questions. On pourra y revenir par la suite. Donc ça, c'est pour le secteur d'alerte. J'espère que j'ai été assez clair. Et puis surtout que ça vous donne envie de créer des secteurs de projets et voilà, de trouver un intérêt à cette démarche. En tout cas, c'était vraiment une grosse évolution soutenue par le groupement de commandes, qui a nécessité des moyens significatifs de développement et de conception malgré tout. Donc on espère que ça répondra aux usages. Et les prochaines évolutions que je souhaitais évoquer, donc on a déjà pré-évoqué, ce sont les optimisations d'expérience utilisateur. La première étant, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, sur l'identification des parcelles mères et des parcelles archivées. Donc là, on a un cas, par exemple, où la 2366 a fait l'objet d'une division. Si vous vous rendez sur la parcelle B2366, je vais peut-être fermer le secteur, je vais peut-être m'y rendre directement. Voilà. Alors, je suis un peu perturbé parce que j'avais tout à l'heure une info qui apparaissait, qui n'apparaît plus, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter, d'une part, la manière dont s'affichent les parcelles archivées dans le système. Donc, vous allez, au niveau de la visualisation, de la visionneuse, vous avez la possibilité d'afficher et de désafficher les parcelles historiques. Donc, par exemple, si vous masquez les parcelles cadastrales actuelles, vous affichez les parcelles archivées. Vous voyez ici donc la 2366 que l'on évoquait tout à l'heure. Si vous affichez le nouveau parcellaire, vous verrez effectivement le nouveau découpage 6093 et 6094 de cette parcelle historique. Donc ça, c'est une première nouveauté. Auparavant, on n'avait pas cette intégration des parcelles historiques. Et de la même manière, on va le retrouver dans le module de recherche. Donc, si je me rends sur cette parcelle, on était sur la 2366. Vous voyez que dans le menu déroulant en fait, de recherche, vous avez une indication. Toutes les parcelles grisées avec une étoile en fait, correspondent aux parcelles dites archivées, sur lesquelles vous n'aurez pas de... ce sont les parcelles historiques. Donc, si je sélectionne celle-ci, vous voyez, au niveau de la fiche, voilà, c'est ce que je voulais afficher tout à l'heure qui n'apparaissait pas parce que j'étais sur les nouvelles parcelles en fait au clic. Ça. On voit bien que la 2366, on retrouve les informations, vous pouvez les consulter à cette échelle-là, avec la mention archive 2020. Donc, on retrouve dans l'historique une information associée à la fiche parcelle et à la référence qui indique que c'est une parcelle archivée.
Voilà pour cette information. Ensuite, autre fait un peu marquant en termes d'optimisation de l'expérience utilisateur. Donc, on est sur une refonte des périmètres de requête, que ce soit transaction ou gisement, avec, par exemple, pour transaction, 3 principales entrées qui ont été développées et réorganisées. En fait, on est iso-fonctionnel par rapport à ce que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on développe les mêmes items et les mêmes voilà, on est vraiment à fonctionnalité constante par rapport à l'existant, sauf que voilà, c'est une réorganisation pour fluidifier le parcours dans votre formulation de requête. On retrouve donc l'entrée périmètre géographique sur lequel vous avez la possibilité de retrouver vos secteurs pré-créés, vos groupes de favoris, les résultats de gisements fonciers et la possibilité de définir votre périmètre. Vous retrouvez les périmètres administratifs. Donc c'est là que figure également une évolution, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, mettons que vous êtes rattaché à l'agglo d'Annemasse, vous allez pouvoir consulter les références de prix sur Cluse-Arve et Montagne. Auparavant, c'était segmenté, cloisonné à votre propre périmètre de compétences. Sur ce volet transactions, l'objectif, c'est d'ouvrir et donc vous allez pouvoir élargir un peu votre considération. Vous retrouvez ensuite la définition des différents segments de marché, avec voilà, d'emblée tous les segments de marché qui sont présélectionnés à l'ouverture du formulaire, mais il n'empêche que par la suite, vous pouvez faire une recherche plutôt ciblée sur un type de bien, comme c'était le cas auparavant. Et fait nouveau également de l'expérience utilisateur, ont été déployés un volet caractéristique du bien et zonage. Alors pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on était iso-fonctionnel, là ce sont des nouvelles choses, à l'exception du zonage des documents d'urbanisme, a été rajouté la possibilité de filtrer en fonction de la taille du terrain, en fonction de la surface du bâti et en fonction du nombre de pièces. Donc si je reviens sur mon périmètre administratif, admettons que je suis sur le territoire d'Annemasse, ce secteur-là, avec une recherche sur les appartements, et je cherche par exemple à connaître précisément les prix de marché sur les T1 et les T2 sur une date donnée. Donc on s'excuse également pour ce chevauchement d'étiquettes qui sera réglé d'ici le mois d'octobre par rapport aux années qui se chevauchent. Mais voilà, vous pouvez définir un périmètre qui vous est propre en termes de plage temporelle et lancer votre requête comme vous le faisiez avant. Lancer la requête, identifier l'ensemble du périmètre, adapter votre seuil de zoom aux résultats, copier les résultats, exporter, tout comme c'était le cas auparavant. Voilà. Le fait nouveau se situe véritablement sur l'arborescence du formulaire. Ensuite, sur le gisement, on a eu la même logique de refonte du formulaire de recherche de parcelles, avec la même entrée périmètre géographique. Donc là, pour le coup, dans cette fonction transaction, gisement, pardon, on est vraiment vous serez limité à votre propre périmètre de compétences. On retrouve dans approche des gisements fonciers la possibilité de définir son échelle de traitement si vous souhaitez obtenir des résultats à la parcelle ou à l'unité foncière. Donc ça, auparavant, c'était peut-être moins explicite, moins facile de cerner la typologie des résultats que vous souhaitiez. Et vous retrouvez terrain bâti, terrain non bâti, sachant qu'en développant terrain bâti, voilà, la partie propriété occupation s'adapte aux caractéristiques des données, des fichiers fonciers complémentaires sur les propriétés bâties, avec des filtres enrichis, comme c'était le cas auparavant, et une dernière entrée qui est la surface et équipement, donc la taille du terrain. Vous allez pouvoir, c'était déjà le cas, définir des bornes, par exemple vous cherchez un terrain de plus de 2500 m², situé à maximum 250 mètres d'une école, par exemple. Donc on va lancer le traitement, par exemple, sur le même périmètre sur lequel on était. Et donc le système va, comme c'était le cas auparavant, mais dans cette nouvelle arborescence, faciliter peut-être la recherche d'unités foncières sur des terrains. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû. En fait, je voulais lancer ma requête sur les terrains non bâtis. Excusez-moi.
il en a quand même trouvé. Ça a peut-être un peu moins de sens dans la requête, mais voilà. Donc, j'en ai fini avec la présentation des nouveautés relatives aux évolutions, aux travaux en cours. Si vous souhaitez, on peut peut-être prendre un petit temps d'échange. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans les messages associés au webinaire. Si quelqu'un souhaite poser une question, vous pouvez peut-être lever la main et on peut, avant de passer à la suite sur les études de cas, prendre un petit temps d'échange si vous le souhaitez. Peut-être pour entendre d'autres voix que la mienne également. J'espère que je ne vous endors pas trop avec un ton que j'espère le moins monocorde possible. Alors, s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de réaction. Vincent, quelle nouveauté prévue pour 2026 ? Ben, tu fais bien de poser la question. Je peux peut-être te laisser répondre à ta question. Non, en termes de nouveautés 2026, peut-être davantage sur le volet tutoriel que j'évoquais déjà. Oui, on va travailler sur les tutoriels, on va travailler sur les fiches secteurs et les fiches parcelles, sur une modification de l'ergonomie de ces fiches, qui sont aujourd'hui un peu datées, on va dire, et pour lesquelles certaines informations sont peut-être pas forcément très utiles, alors que d'autres le seraient davantage. Donc, on va essayer de travailler sur ces sujets-là. Et puis, on va aussi se poser des questions sur comment... Enfin, ça fait partie des pistes de développement qui sont envisagées. Comment utiliser MCMA pour favoriser le lien avec les observatoires du foncier et des habitats que les collectivités mettent en place également en parallèle. On a une question par rapport au nouveau webinaire. Donc, effectivement, en propos introductif, j'ai présenté les 4 dates. Il y a un nouveau cycle qui sera prévu à partir du mois d'octobre jusqu'en début 2026. Je répondrai à Caroline Deléglise. Et Vincent, oui, tu fais bien de préciser, effectivement, ces travaux à venir d'évolution sur la refonte de la fiche parcelle. Ça risque effectivement de bien nous occuper sur le semestre à venir. Tout comme le lien avec les sujets d'observation de l'artificialisation et de suivi des consommations foncières, qui est un sujet important pour faire le lien avec les observatoires du foncier propres à chacun de vos PLH, sur lesquels une des intentions et ambitions du groupement de commandes est de pouvoir apporter une réponse via l'application. Concernant les dates des prochains webinaires, du côté Haute-Savoie du moins, je ne présume pas pour les autres EPF, mais on fera partir après le webinaire d'aujourd'hui, on refera passer les dates et le lien d'inscription pour que ce soit plus facile. Je raffiche à l'écran ici les 4 séances qui sont programmées. Et avant cela, si vous souhaitez vous familiariser avec le MCMA et monter en compétences, je vous invite à prendre connaissance des tutoriels vidéo que l'on vient de présenter au sein de l'application dans la partie tutoriel vidéo ou directement au sein de la chaîne YouTube du MCMA qui permettra de vous familiariser avec la plupart des fonctions. Juste un point aussi pour compléter, Grégory, par rapport au fait que des élections municipales arrivent très rapidement. On va avoir une stratégie de communication un peu plus poussée sur 2026 pour justement faire connaître MCMA auprès des élus, des nouveaux élus qui arriveront l'année prochaine, qui puissent également prendre connaissance de toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc, on se rapprochera de vous à ce moment-là. Voilà, on en vient au second temps, enfin au troisième temps même plutôt de ce webinaire qui relève des témoignages et de cas d'utilisation qui vont vous être présentés. Donc on a 2 témoins qui vont intervenir aujourd'hui. Christopher Chevrier du service foncier immobilier de Thonon Agglomération, qui fait un usage du MCMA sur le volet information parcelle, secteur, connaissance des transactions. Et je l'inviterai à prendre la parole juste après.
Et on a préparé la présentation avec Nicolas Barré du service urbanisme de l'agglo du Grand Annecy qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent et dont la présentation sera assurée par Vincent dans la mesure où il s'agit de présenter le suivi du plan d'action foncière en lien avec l'élaboration du PLUI Habitat, Mobilité, Biodiversité de l'agglomération du Grand Annecy, qui interviendra après la présentation de Christopher sur son témoignage et son utilisation du MCMA. Christopher, es-tu présent? Hop. Oui, bonjour Grégory. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Impeccable. Alors effectivement, donc moi je vais vous faire une présentation de mon usage, à savoir que c'est un usage relativement novice, hein, puisque je suis nouveau à Thonon Agglomération, mais bon, ça permettra peut-être aux débutants de se familiariser avec MCMA. Donc effectivement, moi, j'utilise principalement MCMA pour rechercher des informations sur tout type de parcelles, parfois les zonages dans lesquels se situent ces parcelles, donc en lien avec l'urbanisme, hein. Et également donc le volet transaction. Parfois, ça peut nous donner un petit point d'appui lorsque, par exemple, l'agglomération est propriétaire de certaines parcelles d'intènement pour avoir peut-être des références de prix aux alentours avant donc une demande d'avis des domaines. Mais du coup, effectivement, on a cette base de données qui est assez riche au niveau des transactions pour se donner un ordre d'idée. Et au niveau également de la mesure des aires et des surfaces. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté lors de mon usage. Puisque par exemple, on avait donc une partie d'une de nos parcelles qu'on devait rétrocéder à une commune. Et donc, pour avoir un début d'estimation de ce qu'on devait rétrocéder, effectivement, on se sert parfois de l'outil mesure. Après, à savoir qu'il y a le travail du géomètre, hein, derrière, mais en tout cas, voilà, on a une base de données qui est assez riche pour naviguer un petit peu là-dedans, quoi. Est-ce que tu veux prendre la main pour faire une brève démonstration pour sensibiliser les participants aux différentes manipulations? On sait qu'on a quelques personnes qui sont un peu familières de l'outil, ça permet d'illustrer la pratique. Est-ce que tu as la possibilité de partager ton écran? Alors, hop, je crois qu'il faut que tu arrêtes le partage de ton écran. Oui. Voilà. Tac. Hop. Du coup, est-ce que vous voyez le logiciel? Oui, très bien. OK. Alors, je vais vous présenter donc on va dire l'usage assez basique, hein, si vous voulez donc rechercher des informations sur une parcelle. Hop. Là, par exemple, donc, je vais taper la commune concernée. Hop. Donc, la section. Et par exemple, voilà, donc là, je suis sur une parcelle, hein, sur le secteur de Messery. Et donc là, on retrouve toutes nos informations. Donc, vous avez l'adresse, la commune, donc Thonon Agglomération, vous avez la surface. Et là, donc, vous allez venir cocher pour avoir plus d'informations. Donc là, on a tout ce qui est attrait à la propriété, hein, donc la superficie, 425 mètres carrés au niveau des locaux, habitation 300 mètres carrés, et on a aussi bon, l'année de construction. Hop. Là, si vous déroulez, vous avez donc
la distribution des locaux et l'occupation. Bon, ça c'est vrai que en soi, pour ma part, je n'utilise pas trop ce volet graphique. Mais là, voilà, principalement, vous avez également donc le compte propriété qu'on va voir dans quelques petites secondes avec donc les propriétaires hein, de la parcelle. Hop. Vous avez donc tout ce qui a trait donc à l'urbanisme et notamment le zonage. Donc ça que bah, pour ma part j'utilise régulièrement. Donc après au niveau du zonage, vous avez également des couches hein, que vous pouvez ajouter au niveau hop, vous avez voilà les couches urbanisme, servitude, les risques, etc. Bon là c'est un petit peu dense hein, du coup puisque j'ai tout coché. Hop. Et donc là, vous avez la carte d'identité de la parcelle sélectionnée. Okay. On va attendre que ça charge un petit peu. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations qui sont synthétisées sous forme d'une fiche, voilà, ce qui est assez pratique. Et donc, vous avez tout le contexte de propriété hein, que j'ai évoqué il y a quelques petites secondes. Hop. Et précisément cette fiche qui sera probablement qui fera l'objet d'une refonte en 2026 notamment. Ok. Et donc là, vous pouvez exporter le relevé de propriété ou alors vous pouvez générer directement. Il faut le temps que ça charge un petit peu. Et vous pouvez, voilà, là c'est donc le relevé de propriété de nos propriétaires. Et donc ben, vous avez toute information utile, hein, notamment donc la désignation des propriétés de ces deux propriétaires donnés. Bon, vous avez voilà, date de naissance, lieu de naissance, également donc les revenus cadastrales, beaucoup d'informations relatives donc aux propriétaires de la parcelle. Hop. Et donc après, alors concernant l'outil transaction, hop, tac. Tac. Alors, du coup, hop. Alors moi, souvent, je fais une recherche par périmètre libre. Donc là, par exemple, je vais venir définir mon périmètre. Un clic suffit. Ouais. Tac. Voilà. Ensuite, donc vous avez, vous pouvez cocher donc tout type de bien. Hein. Et donc là, ça vous coche un petit peu, ça vous coche le tout. Ou vous pouvez venir donc sélectionner. Hein, ça c'est à votre convenance. Là, voilà, par exemple, si je me fixe que donc sur les terrains, je vais lancer ma requête. Et donc voilà, là, il me trouve donc des estimations. Donc au niveau des terrains nus, on a un prix on a un prix moyen, par exemple, de 239 921 €. Et vous avez également donc les surfaces. Et là, on a également donc les terrains nus concernés par une forêt. Donc effectivement, hop,
on est, je pense, à ce niveau-là, au niveau de ces terrains-là. Et là, après, donc, vous avez des informations sur les parcelles concernées par les transactions. Donc, par exemple, là, Ça va être sur l'onglet DVF, peut-être. ouais, c'est celui-là, oui. Hop, tac. Voilà. Et donc là, bah, effectivement, sur la 1104, on voit très bien au niveau donc de la. Vous avez la date de mutation, la nature, donc là c'est une vente, la surface du terrain et donc la valeur foncière. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez bah, le prix du coup au mètre carré du terrain. Euh, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet déjà d'avoir une estimation hein, sur une entrée de sujet. Euh, Et après, bon, bah là, effectivement, vous avez donc les informations relatives au compte de propriété. Après, on va avoir un onglet bah, intéressant pour ma part, mais je pense que certains connaissent, hein, puisque c'est un petit peu la base du logiciel. Vous pouvez donc créer des groupes de favoris. Et donc là, moi, hop, je veux créer un groupe à partir d'une sélection de parcelles. Voilà, donc là, vous allez sectionner vos parcelles. Hop. Là, vous pouvez nommer votre groupe. Hein. Hop. Et donc voilà, j'ai ma sélection qui est enregistrée ici. Donc, on a une démonstration de votre part qui est super pour un utilisateur dit novice. Du coup, Oui. vous avez bien articulé la question de la recherche des transactions, de l'information, la création de groupes de favoris. Et il faut souligner, dans les temps de préparation, je crois que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas suivi particulièrement les webinaires, que vous n'aviez pas eu de formation, que vous n'aviez pas connaissance des tutos. Donc, en fait, c'est une auto-formation par rapport au logiciel qui Oui, souligne le côté ergonomique et de facilité de prise en main, a priori. voilà, c'est une prise en main, on va dire, faite maison, puisque c'est vrai que les tutoriels n'avaient pas été portés à ma connaissance. Mais voilà, justement, ça m'a permis de voir que le logiciel était quand même assez intuitif et facile d'utilisation, même si effectivement, il me reste beaucoup de fonctionnalités à explorer. Et donc, j'ai vu hein, à travers votre présentation qu'il y aurait beaucoup d'éléments qui vont être rajoutés pour simplifier l'expérience utilisateur. Mais voilà, je trouve que voilà, dans un premier temps, même sans formation, bah, n'importe qui finalement peut utiliser ce logiciel. C'est quand même, voilà, c'est assez simple. Bon, il y a plein de petites spécificités que j'ai pas forcément montrées, mais voilà, après ça reste du basique. Vous avez également l'accès à la Street View, par exemple, quand vous sélectionnez des parcelles. Si vous voulez voir donc sur Google Maps, bon, il y a pas mal de petites choses. À savoir que je ne l'ai pas forcément fait là, mais vous avez quand même justement la possibilité de configurer donc les données de la carte de façon assez exhaustive. Euh, mais voilà, ça permet un peu de se situer là-dessus. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si ça suscite des questions, des échanges, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole également. Voilà, on peut vous inviter à le faire. On n'est pas si nombreux que prévu. Il y avait 75 inscrits. On est en plus petit comité, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à donner votre avis, partager votre expérience.
on est vraiment sur ce format club utilisateur qui permet de... L'objectif, c'est de faciliter les échanges entre nous, entre utilisateurs. Donc, ne soyez pas timide. Merci encore, Christopher, en tout cas. Donc, je vais peut-être reprendre la main si ça n'appelle pas de réaction particulière. En tout cas, moi, je vais faire un petit bravo à Christopher. Voilà, vous pouvez faire pareil. Ah, une question. Alors, quoi de plus ou mieux que le logiciel RGD? Donc là, c'est une question qui est propre au Savoie Haute-Savoie, sachant que pour les autres participants, donc sur l'Auvergne, l'Ain, Foncier Cœur de France, en Savoie existe une régie de gestion des données géographiques qui met à disposition des collectivités adhérentes également un outil de consultation du cadastre. Et je laisse peut-être les Savoyards qui connaissent mieux que moi la RGD, puisque je ne l'utilise pas et je n'y ai pas accès, à répondre à la question ce qu'apporte en plus le MCMA vis-à-vis du logiciel proposé par la RGD sur la Savoie et la Haute-Savoie. Bon, je me lance. Du coup, par rapport à RGD, alors déjà une des différences majeures, c'est que MCMA, c'est un service qui est fourni gratuitement aux collectivités locales, alors que RGD est un service qui est payant. Donc, c'est déjà une différence fondamentale entre les deux outils. Après, RGD est un outil qui est très utile pour la visualisation, pour faire de la data vise. Alors que MCMA va beaucoup plus loin parce qu'avec MCMA, on peut vraiment aller chercher des informations qui sont déjà plus précises au niveau notamment des propriétaires. Hein, parce qu'on a quand même pas mal d'infos à ce sujet-là. On a aussi tout le travail qui existe, dont on va parler juste après, sur les secteurs de projet, les secteurs de traçabilité. On peut faire vraiment élaborer une véritable stratégie foncière avec l'outil MCMA, ce que ne permet absolument pas l'outil RGD, ni même pour ceux qui le connaissent, des outils comme Urban Simul qui est développé par le CEREMA, par exemple. Donc, ce sont les deux principales différences entre RGD et MCMA. Et une question complémentaire sur les délais de mise à jour. Donc ça, la question de la mise à jour des données dans MCMA, elle dépend de chaque EPF et chaque gestionnaire de base de données. Donc on a certains EPFL, notamment sur la Haute-Savoie, qui dépendent entre guillemets qui ont un partenariat avec les services de l'État pour ce faire. D'autres EPF qui sont maîtres de la mise à jour de leurs données. C'est notamment le cas sur la Savoie et sur l'Auvergne et sur EPF Foncier Cœur de France également. Voilà, la pratique à minima, c'est une mise à jour annuelle des bases de données tenant compte des évolutions des fichiers fonciers et des bases de données foncières. Donc, c'est vraiment le pas de temps le plus voilà, pas de temps minimum. Et ensuite, on a d'autres données, notamment les permis de construire ou des transactions qui paraissent de manière plus fréquente. Et certains EPF font paraître les données de demande de valeur foncière, donc de mutation, à mesure qu'elles sont publiées par le CEREMA, donc à minima semestriellement. Mais encore une fois, ça dépend de chaque gestionnaire. Et donc la fréquence de base minimum, c'est une fréquence annuelle. Et Marielle... Pour compléter, Grégory, avant de répondre à la question d'après, les dates de millésime figurent dans MCMA. Vous avez un onglet information qui existe dans le bandeau d'accueil de MCMA, en haut à gauche, où vous trouverez les dates de millésime de chacune des données en question. Voilà, Marielle Bourgoin, de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, a levé la main. Marielle, tu peux... Ouais, non, mais c'était simplement sur les mises à jour. C'était une des petites différences que je voyais avec RGD. On a des données peut-être un peu plus à jour que dans MCMA. Pour utiliser les deux aussi. Et peut-être, et puis le lien avec l'urbanisme, on a ce lien-là aussi
Et on a les éléments récents des permis délivrés qui étaient dans RGB. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si Nicolas ou Franck sur la Savoie, vous voulez répondre à cette question des délais de parution des mises à jour. Je crois que Nicolas Mouchel qui est présent, ou Franck Gaudin. Oui, je peux répondre. Effectivement, on fait attention à ce que les bases de données soient mises à jour toujours très rapidement. Par exemple, sur les permis de construire, on les met en ligne tous les 2 mois, dès qu'on dispose de la donnée, donc mise à jour 6 fois par an. Les données DGF, dès qu'on en dispose, on les met à jour aussi, donc c'est 2 fois par an. Sur les fichiers fonciers, les nouveaux fichiers fonciers au 1er janvier 2025 sont en ligne depuis un peu moins d'1 mois. Donc, dès qu'on les a eus, dès qu'on a pu en disposer. Donc, sur quasi toutes les données, on fait en sorte d'être très rapide. Et sur les autres données, c'est à minima 1 fois par an. Sur les PLU, on a une multitude de PLU forcément sur le département, donc on fait en sorte de les mettre régulièrement à jour. Voilà, tu pourras peut-être pas plus la fréquence, mais c'est un enjeu hyper important. On sait que c'est important d'avoir la dernière donnée, donc on est très attentif à cela. Merci. On peut peut-être passer au deuxième témoignage s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet. Et encore merci Christopher pour ta participation et l'exercice de démonstration. C'est pas toujours facile de prendre la main en live, donc merci à toi. Voilà, donc avant de laisser la parole à Vincent qui va davantage détailler le cas et vous présenter le fonctionnement quelque part à l'articulation avec le plan d'action foncière et son suivi dans MCMA. Donc Nicolas Barré, avec qui j'ai pu m'entretenir en amont, qui était visé pour présenter justement le suivi du secteur du plan d'action foncière de Cantancy, insister sur le fait que le MCMA avait été utile également dans l'élaboration du PLUI en lui-même, au-delà de cette question que présentera Vincent sur l'élaboration du plan d'action foncière, mais lors de l'élaboration du PLUI, le service urbanisme du Cantancy s'est appuyé sur MCMA pour consulter un certain nombre d'informations, de transactions, de données fiscales, mais également un point que j'ai considéré assez intéressant, c'est qu'ils ont fait tourner pas mal de requêtes liées à l'occupation du sol et à l'emprise au sol telles que calculées par MCMA, qui permet de rapprocher les données bâties par rapport aux différents tènements fonciers, aux parcelles et aux unités foncières surtout, et de calculer, d'avoir un état des lieux, en fait, des niveaux de densité par secteur, de sorte à pouvoir construire un règlement d'urbanisme qui tenait compte de la réalité foncière et du contexte urbain propre à chaque quartier et chaque sous-secteur des communes. Donc c'était ce point-là que le Cantancy souhaitait notamment valoriser dans son intervention. Donc, je ne ferai pas forcément de présentation, mais via le module gisement foncier, voilà, vous avez la possibilité d'identifier, de sélectionner des parcelles qui correspondent à telle ou telle coefficient d'occupation du sol ou d'emprise au sol, même si ce sont en tout cas pour le COS, une valeur qui n'a plus d'existence réglementaire, et ça reste un indicateur de densité qui peut être considéré. Et le Cantancy, dans l'élaboration de son PLUI, avait tenu compte de ces éléments-là et s'est appuyé sur cette dimension-là pour orienter sa planification foncière et tenir compte de manière objective des conditions d'occupation du sol et d'emprise au sol et de densité. Voilà, donc il soulignait les nombreux outils disponibles, la facilité à interroger assez rapidement, à réaliser des diagnostics fonciers, à être relativement fluide, ce qu'il souhaitait souligner, et également il soulignait le fait que dans l'interface, on puisse également consulter, alors ça c'est un fait assez récent également, les portages fonciers de l'EPF. Donc vous avez une couche de données qui est relative au portage en cours par votre EPF d'adhésion, les différentes servitudes d'utilité publique, les logements locatifs sociaux, lorsque cette donnée est déployée,
tous les MCMA ne sont pas concernés, mais on a, enfin, pas de la même manière en tout cas, et les autorisations d'urbanisme. Donc, il tenait à souligner ces éléments-là. Et je laisse tout de suite la parole à Vincent, qui va rentrer plus dans le détail sur le plan d'action foncière en lui-même. Je pense que c'est un témoignage qui va intéresser beaucoup de collectivités porteuses de PLH et de stratégies foncières. Tu veux, je garde la main pour l'instant sur le, Oui, tu sur le pourrais déroulé définir du un peu, slide. oui, je prendrai la main après pour la démonstration sur MCMA. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, en préambule, effectivement, on est dans le cadre de la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Donc, on a 34 communes autour d'une ville d'Annecy. Donc, on a environ 200 000 habitants, hein, sur cette interco. Donc, l'objectif de l'intercommunalité a été, en partenariat avec l'EPF, d'élaborer un plan d'action foncière qui est en fait un outil stratégique qui est élaboré en partenariat entre la collectivité locale et l'EPF pour cibler des territoires, des secteurs de projets sur lesquels la collectivité souhaite mettre en place une stratégie spécifique, pas forcément d'acquisition, mais au moins du suivi de ces secteurs pour faciliter la sortie opérationnelle de ces projets. Donc, l'EPF s'est mis en ordre de marche par rapport à cette réalisation d'un plan d'action foncière qui est très impactante au niveau de Haute-Savoie, puisqu'on couvre un quart du département juste avec ce seul plan d'action foncière. Donc, on se place aussi dans un contexte de zéro artificialisation nette, bien évidemment. Et en plus de cela, au cours de l'historique de l'élaboration de ce plan d'action foncière, le Grand Annecy élabore en parallèle un PLUI HMB, et donc qui a sa propre vie en parallèle du plan d'action foncière. Et on a essayé justement de rapprocher les deux cette année pour que le plan d'action foncière qu'on élabore ensemble puisse devenir en quelque sorte volet foncier du PLUI qui est en cours d'approbation. Tu peux passer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le plan d'action foncière, on travaille dessus au niveau de l'EPF et du Grand Annecy depuis 2019, donc ça ne nous rajeunit pas. On a commencé par faire en fait un recensement initial des emprises foncières à enjeu auprès de chaque commune en 2019, puis en 2021, donc avant et après Covid. Donc ça s'est matérialisé par des rendez-vous pris dans toutes les mairies du Grand Annecy par deux agents de l'EPF. Et en fait, on a utilisé l'outil MCMA directement au cours de ces rendez-vous pour faire la saisie de secteurs de projet. Donc en gros, en mairie, on déployait la carte du PLU et puis les élus autour de cette carte nous présentaient, voilà, là, j'ai un projet, ça pourrait correspondre à des OAP, ça pourrait correspondre à des emplacements réservés ou à tout autre type de projet. Donc l'objectif, c'était vraiment de pointer tous ces secteurs de projet et on a pu faire cette saisie de ces secteurs en direct au cours de ces rendez-vous. En parallèle de ça, donc, le Grand Annecy a travaillé de son côté aussi pour recenser des grands enjeux fonciers. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en 2022, notamment auprès de plusieurs directions, direction d'économie, CIAS, les gens du voyage, action environnementale, eau potable, valorisation des déchets, mobilité. Donc eux aussi, en fait, ils ont travaillé donc au niveau de ce service en utilisant MCMA pour saisir eux-mêmes leur propre secteur. Et en fait, ce que l'on a fait pour qu'on puisse partager l'information entre eux et nous, c'est que nous, on leur a envoyé, nous, EPF, pardon, on a envoyé les secteurs de projet qu'on avait identifiés au niveau des communes. Et eux, ils nous ont envoyé, ils ont partagé avec nous leur propre secteur de projet qu'ils avaient identifié au niveau du Grand Annecy. Donc, ce que l'on s'est rendu compte après avoir fait tout ce travail, c'est qu'il y avait parfois des doublons. Et en plus de ça, on a constaté au cours de l'élaboration du PLUI HMB du Grand Annecy qu'il y avait un chevauchement des travaux qui était de plus en plus évident, ce qui fait qu'on a fini par faire un repointage cette année, à ce printemps, de tous les secteurs fonciers qu'on avait pu identifier depuis 2019, que ce soit au niveau de l'EPF et que ce soit au niveau du Grand Annecy, pour qu'on puisse trouver une cohérence entre les secteurs de projet du plan d'action foncière et les projets qui étaient identifiés, notamment dans les OAP du PLUI, qui a été arrêté en décembre dernier et qui devrait être approuvé normalement à la fin de cette année. Donc justement, ce travail de repointage a permis d'intégrer de nouveaux secteurs qu'on n'avait pas forcément identifiés il y a 5 ans, et au contraire a permis d'écarter aussi certains secteurs qui étaient identifiés à 5 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus forcément à jour. Donc tu peux passer.
Donc voilà, initialement, en 2020, on avait 367 secteurs, donc ça fait quand même un bon paquet de secteurs. C'est tout ce que vous voyez en bleu sur la carte. Et donc, ce repointage a permis de modifier le périmètre de 70 d'entre eux, d'archiver 77 autres. Alors, archiver, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on les a supprimés, on les a simplement rendus inactifs dans MCMA. C'est-à-dire qu'on pourra toujours les retrouver si on veut avoir une sorte d'historique de tous les projets qu'on a pu avoir sur le compte Annecy. Et donc, on les a bien conservés, mais aujourd'hui, ils sont considérés comme inactifs. Et puis, par contre, on a rajouté 86 nouveaux secteurs qui sont, la plupart du temps, des nouvelles OAP qu'on n'avait pas forcément identifiées en 2020. Donc là encore, hein, ce travail s'est fait en intégrant un fichier cartographique qui était celui du PLU. On l'a intégré, on l'a importé dans MCMA hein, avec quelques clics pour pouvoir récupérer toutes les OAP du territoire. Donc après, on a retravaillé évidemment pour corriger aussi des géométries, hein, des secteurs qui avaient pu être parfois modifiés, hein, quelques parcelles enlevées, quelques parcelles rajoutées. Donc là encore, la modification de ces périmètres a pu se faire également dans MCMA. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore terminé ce travail de plan d'action foncière, donc parce qu'en fait, on s'est mis d'accord sur des périmètres, mais maintenant, il nous reste à en fait remplir ce qu'on appelle nous des fiches secteurs, qui sont en fait des informations qui sont plus qualitatives et qui sont une véritable plus-value de MCMA pour pouvoir justement concevoir ces plans d'action foncière. Donc dans MCMA, justement, on peut saisir des informations qualitatives sur le contexte foncier, sur les éléments de projet, la programmation, par exemple, s'ils sont connus, la temporalité, court terme, moyen terme, long terme, et puis la stratégie à mettre en œuvre, si c'est une stratégie d'acquisition ou si c'est une autre stratégie. Donc justement, les stratégies qui sont possibles de saisir dans MCMA peuvent être de différents niveaux, vous les avez ici, ça peut aller du simple préconisation d'outils de veille, avec un périmètre de projet, un droit de préemption, ça peut être des outils d'encadrement, donc plutôt du réglementaire, ou même un droit de préemption urbain renforcé, un périmètre d'aménagement, un PAPAG. Ça peut être des outils plus incitatifs, avec un encouragement, accompagnement, une incitation, ou peut-être même des mises en demeure. Et puis, bien entendu, on peut aller même jusqu'à la préconisation d'outils d'acquisition, hein, donc ce soit des préemptions partielles, hein, sur pas forcément la totalité du secteur de projet, mais une partie. On peut aussi préconiser donc la mise en place de préemption, mettre en place une stratégie qui concerne le ciblage de biens vacants, etc., de proposer l'intégration d'une DUP. Donc voilà, on peut aller assez loin dans les préconisations via MCMA. Et donc MCMA, justement, son intérêt, c'est que ça permet aussi de partager cette stratégie-là avec tous les porteurs de projets avec qui on travaille. Donc c'est un document, ça crée un document qui est quelque part relativement collaboratif. Donc voilà, vous avez ici une petite capture d'écran, mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure avec la petite explication, enfin la petite démo que je vous ferai sur MCMA. Donc il y a un certain nombre d'onglets que l'on peut compléter, voilà, qu'on rentrera dans les détails tout à l'heure. Et oui, un point important, c'est qu'on peut aussi identifier les différentes parties prenantes du projet. Donc, ça peut être, bien entendu, la collectivité, ça peut être un bailleur social, ça peut être un EPF, ça peut être un aménageur qui est déjà peut-être ciblé par la collectivité. Donc, ce sont aussi des choses que l'on peut intégrer dans nos fiches MCMA et qui permettent derrière d'avoir finalement une présentation assez complète du projet de la collectivité. Et après, ça nous permet de le suivre dans les années qui suivent pour voir sa réalisation. Et donc voilà, le travail qui nous reste à faire, pardon, on revient là, voilà. Juste avant. Pardon. Voilà. Donc une fois qu'on aura terminé ces fiches secteurs, ce qui est un travail de longue haleine qui va nous amener jusqu'à la fin d'année pour une première partie, parce que on a 360 fiches à faire d'ici la fin d'année, donc c'est pas possible. On va déjà en faire la moitié, on va en faire 150, et on fera le reste en 2026. Donc, MCMA permet aussi, quand ces fiches secteurs sont élaborées, de faire une sorte de synthèse. C'est ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle, nous, un tableau de bord. Ça permet d'éditer des graphiques, une carte de synthèse qui permet d'avoir des informations un peu plus générales, qui sont intéressantes pour la collectivité,
qui servent aussi un petit peu de bilan pour voir, par exemple, à l'heure où on se parle, la capacité en logement des sites telle qu'elle est prévue dans la programmation dans le plan d'action foncière, c'est qu'on est sur 40% de logements locatifs sociaux, 26% de logements en accession et 30% de logements libres. Donc ça permet d'avoir des informations un peu stratégiques, un peu de cadrage, qui permettent de communiquer plus facilement auprès des élus et même peut-être auprès de la population. Tu peux passer. Et bien entendu, un plan d'action foncière ne se résume pas à l'élaboration de ces fiches secteurs, puisque derrière, on aura bien sûr à travailler sur l'animation de ce plan, pour faire en sorte de suivre la réalisation des projets qui sont envisagés. Donc pour cela, il est prévu d'échanger 1 à 2 fois par an avec Grand Annecy et l'EPF pour assurer le suivi d'avancement des projets et la mise à jour des fiches secteurs. Donc là encore, on utilisera MCMA comme interface d'échange entre nos deux structures pour mettre à jour ces fiches secteurs et pour que l'information puisse être transparente entre le Grand Annecy et nous-mêmes. Voilà pour la présentation générale. Parfait, merci Vincent. Je te laisse donc la main si tu veux prendre un volet démonstration dans l'application. Ok, alors je vais partager mon écran. Ça se passe déjà sur Meet. Alors, fenêtre. Alors, j'essaie de voir où est-ce que c'est. Tu as un symbole d'une flèche vers le haut encadré. Oui, c'est ça. L'ordinateur avec une flèche. Tu choisis soit ton onglet, soit ton écran, au choix. Est-ce que là, vous voyez MCMA, par exemple? Oui, tout à fait, très bien. Alors, du coup, je vais faire un petit zoom arrière. Donc, pour MCMA, comme je vous l'ai dit, on s'en est servi à un grand nombre d'étapes pour la réalisation de notre plan d'action foncière. Bien entendu, on a commencé à l'utiliser pour créer des secteurs. Donc déjà, pour regarder les secteurs qui sont créés dans MCMA, bon, il vous suffit d'aller sur le petit menu à gauche, l'outil de sélection, et le contrôle des couches, et vous avez la possibilité d'afficher les secteurs qui sont déjà créés sur MCMA. Alors bon, moi j'en vois beaucoup parce que je suis administrateur du site et donc je vois à peu près tout ce qui est créé, mais voilà, vous avez ici l'intégralité des secteurs, c'est les secteurs que vous avez en bleu. Là j'ai zoomé sur la ville d'Annecy à proprement parler, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont été créés sur ce territoire. Donc après, pour créer des nouveaux secteurs, c'est le travail qu'on a fait au moment de l'identification de ces zones de projet. Donc vous allez sur le volet de droite et vous avez donc la possibilité d'aller sur une catégorie qui s'appelle Mes secteurs. Alors il y a un peu de latence, j'espère que ça ne va pas trop durer parce que c'est un peu pénible. Alors Mes secteurs. Donc là, après, vous avez la possibilité soit de créer un nouveau secteur, soit de rechercher des secteurs. Donc on peut commencer par créer des secteurs. Nous, c'est ce qu'on avait commencé à faire, on est parti de rien. Donc vous avez la possibilité, vous avez plusieurs possibilités. Alors, je ne vais pas forcément aller au bout des démarches, mais ça risque d'être un peu long. Puis il y a un webinaire qui est spécifique pour justement ce module Mes secteurs. Et donc vous avez la possibilité à cet endroit-là soit d'importer un fichier de secteur géographique déjà existant à partir d'un fichier SHP, donc du QGIS par exemple, ou de l'URGIS. Vous avez la possibilité de créer un secteur en zoomant sur un parcellaire et de sélectionner les parcelles que vous considérez comme faisant partie de ce secteur. Donc un petit peu comme la démonstration que vous a fait Nicolas tout à l'heure sur le groupe de parcelles, c'est exactement la même chose ici pour créer un secteur de projet. Donc voilà, on peut cliquer, ça va en sélectionner 2, 3, et puis après, en arrêtant la sélection, on va créer un secteur géographique. Je ne vais pas aller au bout parce que ça rame un peu. Et puis, je vous invite également à prendre connaissance des 2 tutoriels qui figurent sur la chaîne YouTube qui sont dédiés à la fonctionnalité. Donc, le tuto numéro 5 et le tuto numéro 6 qui permettent de véritablement prendre en main cette fonction et notamment le module de création. Voilà, donc là encore, pareil, vous pouvez créer à partir d'un périmètre libre, donc en utilisant une géométrie de votre choix, un rectangle, un rond, un périmètre libre. Donc, c'est assez intuitif, là encore, pour
pour se créer des secteurs géographiques. Donc, le travail, nous, on l'a déjà, on va dire qu'on l'a à peu près terminé aujourd'hui, donc on ne crée plus véritablement de secteurs, mais nous, on peut par contre utiliser un outil de recherche de secteurs géographiques. Et donc, pour cela, on peut faire des recherches de secteurs, donc nous, par zone géographique. En général, on prend, nous, les EPCI, puisque les plans d'action foncière sont à l'échelle d'une intercommunalité. Mais après, ces plans fonciers peuvent être faits à n'importe quelle échelle, ils peuvent être faits au niveau communal. Une commune peut avoir aussi un intérêt à utiliser MCMA pour suivre ses propres projets communaux. Ce n'est pas réservé, bien entendu, aux intercommunalités. Donc là, nous, pour rapport au Grand Annecy, je me sélectionne le Grand Annecy et je vais choisir ceux qui concernent en particulier, plus spécifiquement le plan d'action foncière. Je lance ma recherche et donc je me retrouve avec 370 secteurs de projet. Je zoome en arrière et donc en zoomant en arrière, vous les retrouvez après ici à l'écran. Et donc après, vous avez une liste qui s'affiche avec tous les projets concernés. Donc ces projets, vous pouvez après, ça fonctionne comme pour des parcelles. Si vous cliquez sur l'un d'eux, vous allez avoir une fiche qui va s'ouvrir et qui vous permettra de personnaliser ces informations. Quelque chose qui est intéressant aussi, avant de rentrer dans le détail de la fiche, c'est justement, je vous parlais tout à l'heure de secteurs qu'on avait désactivés. C'est une fonctionnalité que l'on trouve très utile, nous, dans MCMA. Vous avez la possibilité, par exemple, si je prends le premier, bien entendu, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais si, par exemple, vous voyez ici celui Albi, aménagement du rond-point, c'est un secteur dans lequel mon projet, on est plus actif aujourd'hui, ou peut-être qu'il est juste terminé, donc on n'a plus besoin de l'intégrer à un plan foncier ou de le suivre. Vous pouvez simplement désactiver le secteur ici. Donc en le désactivant, ça ne va pas le supprimer de MCMA, il y a une différence entre le rond et la poubelle, et ça vous permettra justement de l'enlever quelque part de votre suivi et de vos tableaux de synthèse, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on utilise pas mal avec le Grand Annecy aussi. Le Grand Annecy, on a vu tout un historique de ça, plus de 5 ans avec eux pour l'élaboration de secteurs. Donc on a un grand paquet qui aujourd'hui ne sont plus actifs, mais qu'on a quand même conservé. Après, donc on a utilisé nous MCMA énormément, bien entendu, pour faire du suivi de la stratégie foncière. Donc après, c'est effectivement en ouvrant une fiche que l'on va avoir la possibilité de rentrer des informations qualitatives sur la zone, sur le secteur de projet en question. Donc là, ça a créé une fiche que l'on retrouve comme un onglet en haut à droite. Vous avez la possibilité de zoomer sur le secteur en question. Donc là, j'ai pris, on est sur Albi-sur-Chéran, donc dans la Banais, entre Annecy et Exédin. C'est un emplacement réservé pour une voie douce. Et donc vous avez un certain nombre de caractéristiques qui s'affichent. La date de création de la première fiche, la date de dernière modification. Vous voyez qu'on a fait des modifications jusqu'à mois de juin dernier, parce qu'on a dû recoller ce travail avec le PLUI. Et donc après, ce sont des informations que l'on saisit manuellement. Partout, vous voyez un petit stylo. Donc là, par exemple, ici, on rentre des caractéristiques du projet. On est sur l'onglet identification. On peut marquer l'usage actuel. Aujourd'hui, on est sur l'usage mixte, par exemple. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. On est bien sur un secteur qui est fléché au plan d'action foncière. Si vous avez besoin de remodifier le périmètre, ce qui nous est beaucoup arrivé, vous avez la possibilité de le faire en rajoutant des parcelles ou en modifiant la géométrie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très utile pour nous. C'est qu'on a été souvent dans des modifications de secteur. Et en utilisant cet onglet-là, on a pu rajouter une ou deux parcelles ou en enlever ou rajouter, rajouter des zones qui n'étaient pas forcément dans le secteur de projet initialement. Donc, ça a été très utile, ce petit onglet. Donc, ça, c'est pour juste l'identification et le périmètre du secteur. Et après, on rentre dans tout ce qui est programmatique et stratégie. Et là, c'est là où on en est aujourd'hui avec le Grand Annecy. C'est que, justement, il y a toute cette fiche qui reste à remplir aujourd'hui. Donc, on va pouvoir, maintenant que nos secteurs sont à peu près identifiés, déterminer une programmation. Donc là, par exemple, ici, on est sur un secteur typique équipement. Donc, on a commencé à rentrer des informations sur la programmation équipement pour dire qu'on voulait faire une voie douce, aménagement cyclable le long de la RD. Et donc, après, on a la possibilité de faire un suivi de cette programmation, ce qui est un peu prévu de faire. C'est que dans le temps, on pourra vérifier le pourcentage de réalisation du projet, puisqu'il s'agira peut-être d'acquisition,
linéaire de voirie pour faciliter justement la création d'une piste cyclable. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces onglets-là pour faire vraiment le suivi de la sortie du projet. Et donc, ce qu'on va faire, nous, d'ici la fin d'année, c'est qu'on va utiliser aussi l'onglet qui s'appelle Stratégie, ici, qui permet aussi de rentrer dans le détail sur les outils réglementaires qui sont existants. Par exemple, on a aujourd'hui un emplacement réservé. On est sur un zonage qui est essentiellement agricole sur ce qui est autour de cette route. Et après, on peut rentrer des préconisations. Et c'est ça qui est très intéressant dans MCMA, c'est que au cours de l'échange que l'on va avoir avec Grand Annecy et avec les élus, c'est qu'on va pouvoir rentrer des préconisations d'utilisation d'outils. Donc là, on est sur des outils réglementaires, mais on aura la même chose pour des outils fonciers, si on veut aller, par exemple, sur du DPU renforcé, sur un périmètre d'études, sur des choses comme ça, donc à personnaliser, à paramétrer en fonction du projet en question. Donc, ça revient à la présentation que je vous faisais tout à l'heure. On est sur toute la nomenclature des outils existants, des outils réglementaires, outils fonciers, outils financiers aussi, préconisation, on peut aller sur des taxes d'aménagement, des PUP, etc. Et c'est également sur cette fiche-là que l'on va saisir la coordination, c'est-à-dire les partenaires qui doivent être associés au projet. Donc là, on a bien entendu fléché le conseil départemental, puisqu'on est sur une route départementale. Et vous voyez, on peut flécher un EPL, un bailleur social, un EPF, parfois oui, parfois non. Parfois, l'EPF n'a pas forcément à intervenir sur un projet de la collectivité, mais si c'est le cas, ça permet d'identifier vraiment les parties prenantes du projet. Et après, alors je ne sais pas forcément quelque chose qu'on a prévu de trop utiliser dans le cadre du plan d'action foncière du Grand Annecy, mais on peut aller jusqu'à faire un suivi à l'échelle de chaque parcelle du secteur de projet en question. Donc vous voyez ici, il y a un onglet parcelle, on peut rentrer des données sur chacune des parcelles pour voir, par exemple, si cette parcelle-là doit être acquise, celle-là non. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait aussi via MCMA, mais qu'on n'a, nous, pas forcément prévu de faire au niveau du plan d'action foncière du Grand Annecy. Donc un autre point qui nous paraît intéressant aussi à aborder aujourd'hui, c'est le fait qu'on est aussi avec ces plans fonciers, on peut utiliser ce que je vous présentais tout à l'heure, des tableaux de bord. Donc pour cela, vous pouvez retourner sur la liste de vos secteurs, de tous les secteurs que vous avez, sur lesquels vous souhaitez avoir un tableau de bord de synthèse. Vous avez un simple bouton en bas qui s'appelle accéder au tableau de bord. Et en un clic, il va vous sortir des données et déjà une cartographie avec une ventilation, avec des couleurs sur la nature du projet, si on est plutôt en économie, en habitat, en équipement, etc. Et après, sur le volet de droite, ça vous sort automatiquement un grand nombre de tableaux de présentation de synthèse. Par exemple, ici, sur la surface à capacité, le type de foncier, si on est plus en renouvellement, dents creuses, etc. Voilà, sur la nature du projet, c'est ce que je vous disais à l'instant, sur la temporalité. Donc, c'est des choses qui sortent automatiquement en fonction de toutes les informations qualitatives que vous avez rentrées précédemment. C'est pour ça que mieux c'est rempli, ces données qualitatives, plus la synthèse est précise et exploitable, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va fortement utiliser nous aussi avec le Grand Annecy. Et vous avez après, donc là c'est un tableau de synthèse, mais vous pouvez après rentrer dans des focus par activité. Donc par exemple sur l'habitat, justement, ce tableau de synthèse permet de voir, c'est le petit graphique que je vous présentais tout à l'heure, qu'on est à peu près sur 3 tiers au niveau de la production de logements sur les OAP du Grand Annecy aujourd'hui. La temporalité, etc., etc. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout rempli, hein, donc forcément, ce tableau de bord n'est pas forcément très exploitable en l'état parce que beaucoup d'informations restent à saisir. En tout cas, une fois que les saisies seront faites, l'utilisation de ces focus sur l'habitat, mais aussi sur l'activité, mais aussi sur l'agriculture ou sur l'environnement vont être très intéressantes. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'accéder sur ce tableau de bord sur des données de synthèse sur les prix du marché, sur des niveaux de transaction. Vous avez par exemple ici sur les maisons anciennes, sur l'ensemble de mes secteurs de projet, voilà, j'ai des infos sur les prix médians, sur la surface médian, etc. Et également la même chose sur les appartements, les locaux, les terrains nus. Donc ça donne des informations hyper intéressantes sur justement la pression immobilière qui s'exerce sur ces secteurs de projet. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile aussi.
Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ces fiches-là, ces tableaux de bord-là, vous avez aussi la possibilité de les exporter en PDF. Et ça vous donne quelque chose comme cela. Donc, c'est une fiche qui ressemble à la fiche parcelle, qui vous a été brièvement montrée tout à l'heure par Christopher, où, pareil, cette ergonomie va être un peu revue l'année prochaine, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en quelques pages une fiche, un PDF par secteur de projet qui permettent après de faciliter la communication, la transmission à une commune pour validation, l'intégration à un document général qui compilerait tout l'ensemble des secteurs de projet du secteur, des secteurs de projet du plan d'action foncière, pardon. Donc, c'est quelque chose que l'on utilise également beaucoup dans nos plans fonciers. Merci Vincent. On a une question, s'il est possible de sélectionner une partie de parcelle seulement pour l'intégrer dans un groupe. Donc, alors oui, c'est possible, mais pour cela, par contre, donc, il faut partir donc, de l'intégration d'une parcelle entière, et après, on peut modifier en fait, la géométrie du périmètre, et après, ça devient du manuel. En fait, on passe d'une saisie un peu automatique par parcelle, et après, on peut modifier les points d'intersection, les angles, comme dans un SIG normal, en fait. Donc oui, on peut prendre un bout de parcelle, effectivement. J'avais juste un dernier point. On peut aussi dessiner le secteur manuellement dès le départ, sans passer par une sélection d'ensemble de parcelles. Il est possible de le dessiner, le secteur, a priori. Oui, c'est l'outil que vous avez ici en créant un nouveau secteur à partir d'un périmètre libre. Je ne sais pas si vous voyez, on peut tracer un polygone à la main, en fait. Et donc, c'est là où vous pouvez choisir le découpage de votre choix. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, nous aussi, avec le Grand Annecy, qui est très pratique quand on travaille à plusieurs sur un projet, ce qui est quand même la plupart du temps le cas. C'est un petit onglet qui s'appelle Partager, que vous trouvez ici en bas à droite. En fait, quand vous avez créé un secteur, vous avez la possibilité de le rendre accessible à un autre utilisateur. Par défaut, en fait, dans MCMA, il n'y a que celui qui crée le secteur qui peut le voir. Par contre, c'est vrai que quand on travaille à plusieurs, même dans une structure ou entre plusieurs structures, on doit utiliser ce petit bouton-là. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, alors oui, il faut que je sélectionne un secteur, pardon. Voilà, je vais partager celui-là. Il me propose d'entrer l'adresse email de l'utilisateur avec qui je souhaite partager ce secteur. Donc, il vous suffit juste de marquer l'email en question, de cliquer sur OK. Et donc, la personne à qui vous l'avez envoyé, la prochaine fois qu'il ouvrira sa session, il pourra accéder aussi aux informations du secteur en question. Donc, c'est extrêmement pratique pour travailler en mode projet, hein, ça. C'est un point qu'a souligné Nicolas Barré dans le temps de préparation, le fait de pouvoir coopérer et collaborer sur des secteurs qui sont partagés entre l'EPF et l'aglo. Voilà. Par contre, il y a quand même une coordination à avoir parce que du coup, ça veut dire que la personne à qui on a partagé l'accès peut lui-même faire ses propres modifs, mais les modifs s'appliqueront pour tout le monde, en fait. Hein. Donc voilà, c'est juste une petite précaution à avoir. Voilà, moi j'en ai terminé. Bien. Merci Vincent. Je vais reprendre la main sur la présentation. D'autant qu'on arrive au bout, en fait. Hein, donc là, ça va être un temps de questions et d'échanges qui peut être soit sur la présentation qui vient d'être faite par Vincent, soit d'ordre général sur vos attentes vis-à-vis des évolutions à venir par rapport à ce qu'on a introduit tout à l'heure. Donc c'est le moment d'échanger par rapport à tout ce qui vient de vous être présenté, à la fois les cas, à la fois les évolutions, à la fois la finalité du MCMA. Donc n'hésitez pas à participer, à contribuer. C'est vrai qu'on n'a plus de questions ouvertes. Pour l'instant, on a répondu aux quelques questions qui ont été posées au fil de la présentation. Vous êtes j'espère que les éléments qui ont été présentés vous ont donné envie d'utiliser davantage l'application, de vous impliquer sur le volet mes secteurs et suivi de l'action foncière qui vient d'être largement évoqué par Vincent, qui, de notre point de vue, est vraiment un point très important du MCMA dans l'accompagnement des collectivités et de leurs opérateurs sur la mise en œuvre des stratégies foncières, de l'action foncière.
à la fois sur le volet habitat, mais également sur d'autres dimensions. On l'a vu dans la présentation de Vincent que d'autres thématiques peuvent être intégrées, comme l'économie, l'équipement, la préservation des zones naturelles, l'agriculture également. Donc, ce sont vraiment un volet important du MCMA que de pouvoir définir des stratégies, les suivre dans le temps avec cette nouvelle dimension de système d'alerte qui vient enrichir et qui donne un nouvel élan également à cette dimension de suivi de l'action foncière. Pas d'autres remarques? Dans ce cas, on va pouvoir clôturer le club utilisateur. On vous remercie de votre participation, de votre présence. À vous de jouer, on a envie de dire, sur la prise en main du MCMA, sur vos inscriptions à venir aux différents webinaires pour aller plus loin et faciliter ces prises en main. N'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact également dans l'application pour faire remonter des attentes, pour faire remonter des choses que vous aimeriez voir dans l'application. N'hésitez pas à vous saisir également des différents tutoriels vidéo qui ont été introduits et lancés cette année et dont on espère que le club utilisateur constituera un point de départ pour vous donner envie de les consulter et puis peut-être de vous abonner également à la chaîne vidéo dans la mesure où d'autres publications devraient avoir lieu en 2026 et d'autres tutoriels devraient avoir lieu en 2026. Le présent webinaire sera publié sur la chaîne en question et vous pourrez éventuellement le diffuser à vos collègues, à vos partenaires pour les sensibiliser au MCMA et les inviter à prendre connaissance des cas qui ont été exposés. La présentation vous sera diffusée en parallèle du lien vidéo qui sera communiqué. Merci à tous et bonne prise en main, bonne poursuite dans vos travaux avec MCMA. Merci beaucoup.